Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse du premier ministre du Québec, M. François Legault, accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, et du directeur national de la santé publique par intérim, M. Luc Boileau. Alors, Monsieur le Premier ministre, je vais vous céder la parole. Juste vous rappeler qu'on a un enjeu de temps, comme tous les mardis, donc il y a la période de questions à 14 heures. Je vous demanderai de respecter la consigne d'une question, une sous-question, s'il vous plaît. À vous la parole, Monsieur le Premier ministre. Oui. Bonjour tout le monde. D'abord, je veux revenir sur les manifestations de la fin de semaine à Québec. Je vais en profiter pour féliciter le maire de Québec, Bruno Marchand, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault, la police de Québec, puis la Sûreté du Québec. Je pense qu'ils ont fait un excellent travail pour que tout se passe bien. Mais au-delà de la manifestation, je pense qu'il faut quand même constater là, qu'il y a de plus en plus de Québécois qui trouvent qu'il y a trop de contraintes suite à la COVID. Et je veux juste dire aux Québécois, je vous comprends d'être tanné de ces contraintes-là, mais en même temps, je pense que c'est important qu'on se rappelle pourquoi on a mis en place ces mesures-là. Essentiellement, on a un réseau de la santé qui était fragile même avant la pandémie. Il nous manquait d'infirmières depuis longtemps, même avant la pandémie. Puis évidemment, oui, on peut faire des efforts pour recruter plus d'infirmières, en convaincre de passer à temps plein, de sortir de leur retraite. On a mis des incitatifs aussi pour que des étudiants choisissent les sciences infirmières, mais il reste qu'on ne peut pas du jour au lendemain faire apparaître là, des infirmières. Puis, c'est assez simple à comprendre, c'est-à-dire, déjà, on avait un réseau qui était fragile, où il nous manquait d'infirmières. Puis, depuis que je suis arrivé, on a affiché beaucoup de postes, mais malheureusement, souvent, les postes restent non comblés parce qu'il n'y a pas assez d'infirmières formées disponibles. Donc, quand on a ajouté la COVID, quand on a ajouté les patients COVID aux patients réguliers, ça a fait que les hôpitaux se sont engorgés. Puis c'est ça qu'on a vu plus que jamais depuis le début de la pandémie, dans le dernier mois, avec le variant Omicron qui était hyper contagieux. Donc, c'est important de se le dire, là, on a beau être contre les contraintes, mais je veux juste qu'on comprenne qu'on avait le choix entre mettre des contraintes ou ne pas être capable de soigner tous les Québécois, que ce soit des patients réguliers ou des patients COVID. Et donc, il faut comprendre, la raison pour qu'on met des contraintes, c'est pour réduire les contacts. En réduisant les contacts entre les personnes, on réduit la contagion, puis on réduit les hospitalisations. Donc, c'est pas par plaisir qu'on a mis des contraintes, c'est pour être responsable, puis s'assurer que tous les Québécois, qu'on soit capable de continuer à les soigner. Bon. Maintenant, à chaque semaine, surtout le lundi soir, on passe beaucoup de temps avec les gens de la santé et de la santé publique. Ça fait déjà un bout de temps qu'on aurait souhaité, comme le demandent beaucoup de personnes, avoir un plan et puis un horaire là, du déconfinement, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Mais, pour l'instant, jusqu'à la semaine dernière, il y avait trop d'incertitudes sur où on s'en allait dans les prochaines semaines. Puis, selon la santé publique, je pense qu'avec raison, le risque était trop grand que si on assouplissait trop, que les hôpitaux débordent puis qu'on soit plus capable de soigner les gens. Donc, c'est ça le dilemme qu'on a. Par contre, quand on regarde la situation des dernières semaines, on a vu une baisse des hospitalisations. Au début, c'était une baisse assez rapide, mais il ne faut pas oublier, là, on a accepté d'ouvrir les écoles, on a accepté d'annoncer certains assouplissements, puis comme on s'y attendait, ça a fait augmenter ou ça a ralenti la baisse des hospitalisations. Puis même les experts nous disaient hier soir que c'est pas impossible que dans les prochains jours, les prochaines semaines, avec les assouplissements qu'on annonce, qu'il va y avoir une augmentation des hospitalisations. Donc, il faut vraiment gérer ça. Puis,
ce dont on a tenu compte, bon, d'abord, la grande différence, plus on avance, c'est la vaccination. On est rendu chez les adultes à 63% des Québécois adultes qui sont vaccinés, plus, puis le Dr Boileau pourra vous en parler, bien, tous ceux là, qu'on essaie d'évaluer qui ont eu la COVID, bien, c'est comme s'il y avait eu une dose additionnelle. Donc, quand même, de ce côté-là, ça fait tout un changement. Bon, l'autre marge de manœuvre qu'on voit, c'est que depuis 3 semaines, on est passé quand même de 3400 hospitalisations à 2400 hospitalisations. Donc, il y a une marge de manœuvre, et puis on en a discuté aussi avec ceux au ministère de la Santé qui sont responsables des hôpitaux, parce qu'on veut que tout le monde soit bien conscient que si on annonce d'autres assouplissements, qu'on soit capable de continuer à soigner tous les Québécois là, qui ont besoin d'être soignés. Et donc, c'est... Puis, il faut toujours garder en tête aussi qu'on a un rattrapage à faire sur les chirurgies. Et, oui, il y a des chirurgies qui peuvent être reportées, mais à un moment donné, il va falloir le rattrapage. Donc, quand on regarde tout ça, l'équipe de la santé et l'équipe de la santé publique pensent que c'est un risque calculé aujourd'hui de vous annoncer un plan de déconfinement. Donc, je pense qu'on franchit une étape importante. Il y en a plusieurs qui vont dire « enfin ». Mais je veux évidemment en profiter pour remercier les Québécois. Entre autres, merci pour votre patience. Je pense que l'objectif, comme je le disais, c'était de s'assurer qu'on soit capable de continuer à soigner tous les Québécois. Bon, on a réussi, même si c'était serré. Puis là, on a une petite marge de manœuvre. Donc, on vous annonce un plan de déconfinement. Donc, j'y vais par étapes. D'abord, samedi qui vient, 12 février, il n'y aura plus de limite légale pour les rassemblements privés. Ça veut dire dans les maisons, il n'y aura plus de limite légale. Par contre, la recommandation de la santé publique, c'est de s'en tenir à 10 personnes maximum ou des personnes de 3 adresses différentes. Ça, c'est un gros changement là, qui est proposé, puis on a discuté beaucoup avec la santé publique. Évidemment, on le dit de plus en plus, il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir soi-même, chaque personne, évaluer ses risques. J'étais avec combien de personnes? Il y en a combien qui ont 3 doses? Il y en a combien qui ont plus de 60 ans? Etc., etc. Quel risque je suis prêt à prendre? Donc, ça va être aux citoyens, dans leur résidence, de dire, ben moi, j'accepte 5, j'accepte 10, j'accepte 15. Donc, il n'y aura plus de limite légale, mais je le répète, la recommandation de la santé publique, c'est d'y aller graduellement, puis de s'en tenir à 10 personnes ou 3 adresses différentes. Maintenant, toujours samedi qui vient, pour être cohérent, dans les restaurants, on va aussi passer à 10 personnes ou des personnes de 3 adresses différentes par table dans les restaurants. Donc, ça va être dès samedi qui vient. Lundi prochain, 14 février, bon, déjà, la semaine dernière, on avait annoncé qu'on va pouvoir recommencer les sports pour les adultes. On va rouvrir les gyms puis les spas à 50%. Ce qu'on ajoute aujourd'hui, toujours pour lundi prochain, 14 février, c'est qu'on va avoir le droit de faire des matchs, entre autres des matchs d'hockey. On a beaucoup entendu parler. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont hâte que les matchs recommencent. Puis pour les spectacles extérieurs, ça va être 5000 personnes maximum. Bon, ensuite, la semaine, lundi, le 21 février, tous les commerces vont pouvoir ouvrir à 100% de capacité. Les salles de spectacle vont rester avec un maximum de 50% de capacité, mais on va enlever la limite de 500, incluant pour le Centre Bell, le Centre Vidéotron, Place des Arts et autres. Donc, ça veut dire quand même un grand changement pour eux autres. Ils vont pouvoir aller à 50%, mais sans la limite de 500. Les lieux de culte,
on va garder 50 % de capacité, mais toujours le 21 février, on va pouvoir passer de 250 à 500. Ensuite, le 28 février, bon, d'abord, je disais tantôt, les matchs vont pouvoir recommencer, mais pas les tournois. Là. Les tournois, les fins de semaine, avec des gens qui viennent de plusieurs endroits, on attend au 28 février. Donc, ça va être à partir du 28 février qu'on pourra recommencer les tournois puis les compétitions. Bon, l'autre point important, le 28 février, puis là aussi, c'est une question de gestion de risque, c'est que le télétravail va devenir juste une recommandation. Donc, ça sera plus obligatoire, le télétravail. On le sait qu'il y a beaucoup de centres-villes qui se plaignent qu'à cause du télétravail, c'est dur dans les centres-villes. Il y a des entreprises aussi qui se disent « je suis capable de gérer le risque, pas que les employés soient trop proches les uns des autres ». Donc, ça va devenir seulement une recommandation. Puis à partir du 28 février, bien, les lieux de culte, les salles de spectacle vont pouvoir ouvrir à 100 %, sauf le Centre Bell et le Centre Vidéotron. Et on va aussi, toujours le 28 février, permettre l'ouverture à 50 % de capacité des bars et des casinos, mais sans danse et karaoké. Donc, bon, puis finalement, dernière étape, 14 mars, d'abord, la danse puis le karaoké vont être permis. Les restaurants, les bars, les grandes salles comme le Centre Bell vont pouvoir ouvrir à 100 % de capacité. Donc, ça veut dire que le 14 mars, l'essentiel des mesures sanitaires va être levé. Donc, on va revenir à une vie plus normale. Maintenant, je veux parler des personnes âgées qui sont dans des résidences pour personnes âgées. D'abord, là, c'est important, il y a eu des précisions d'apporter à travers les journées, mais d'abord, on va parler de ceux qui mangent à la cafétéria. C'est permis de manger 4 à la cafétéria. Puis, pour l'instant, les CHSLD ont le droit à un proche aidant qui va dans les chambres, puis les RPA, 2 proches aidants. À partir de samedi qui vient, tous les visiteurs qui ont un passeport vaccinal vont pouvoir aller visiter. Puis c'est important, là, on a parlé beaucoup de santé mentale. Les personnes âgées ont besoin d'avoir de la visite. Puis d'ailleurs, j'en profite là, pour suggérer à tout le monde, allez visiter les personnes âgées. Ils ont besoin de ça. Ça fait partie de leur petit bonheur dans la vie. Je conclue en vous disant, va falloir donc apprendre à vivre avec le virus. La COVID est là pour rester. C'est pas impossible qu'il y ait une 6e vague éventuellement, mais il va falloir vivre avec la COVID. Puis la meilleure façon, c'est évidemment d'aller chercher ces 3 doses. Ou ceux qui ont 2 doses puis qui ont eu la COVID, bien, de le faire dans 8 semaines après avoir contracté la COVID. Donc, je pense que je termine en vous disant, encore une fois, merci à tous les Québécois d'avoir été patients. Je pense qu'on a besoin plus que jamais que tous les Québécois travaillent ensemble, que ce soit les vaccinés, les non-vaccinés. Tous les Québécois là, doivent travailler à revenir ensemble à une vie plus normale, puis à gérer nous-mêmes nos risques. Mais je veux quand même envoyer le message, on vous fait confiance, restez quand même prudents. On ne veut pas, évidemment, vous perdre. Donc, merci pour votre patience. Good afternoon, everyone. With the decrease in hospitalizations we saw in the last few weeks, with the decrease in hospitalization we saw in the last few weeks, we asked public health authorities for a reopening plan. It's an important step, and I want to thank Quebecers for all their efforts. Starting February 12th, there won't be a mandatory limit for private gatherings, but we recommend to limit yourself to 10 people or 3 bubbles. We ask you to evaluate your risks. We need to learn to live with the virus
Also on February the 12th, restaurants will have tables of 10 people or 3 bubbles. Starting February 14, we'll restart sports matches. Outdoor shows will also be allowed to host up to 5,000 people. Starting February 21, all stores will be allowed to operate at full capacity. For amphitheaters, it will be 50% capacity, and for places of worship, it will be 50% capacity with a maximum of 500 people. Starting February the 28th, we'll restart competitions and sport tournaments. It won't be mandatory to work from home anymore. Amphitheaters and places of worship will reopen at full capacity except for Bell Center and Video Center, and will reopen bars and casinos at 50% capacity without dance and karaoke. Finally, starting March 14, dance and karaoke will be allowed. Restaurants, bar, and large amphitheaters will reopen at full capacity. So after March 14, almost all restrictions will be lifted. We're taking a calculated risk to learn to live with the virus, and the best way to live with the virus is to get your 3 doses of vaccine. Thank you. Merci. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Il nous reste une quarantaine de minutes, incluant donc la période de questions en anglais. Je vous demande à tous d'être concis, s'il vous plaît. Merci. Nous commençons avec Véronique Prince, Radio-Canada. Oui, bonjour à vous 3. Évidemment, il y a 2 grandes questions probablement que les gens se posent. Je vais commencer par la première. Le port du masque, autant pour la population en général que pour les jeunes à l'école. Quand allez-vous le lever? Dr. Boileau, peut-être... Nous ne prévoyons pas lever le port du masque actuellement. Ça demeure une mesure très efficace pour réduire la contagion et nous le recommandons toujours. Nous le recommandons au gouvernement puis évidemment à la population et nous souhaitons qu'il reste ainsi au moins jusqu'au 14 mars et on verra par la suite. Donc même dans les écoles là, avec les jeunes en classe? Oui. Ma deuxième question, le passeport vaccinal, parce que là, il y a des provinces comme la Saskatchewan, je pense, dès la semaine prochaine, il n'y aura plus de passeport vaccinal. Est-ce que ça va être encore justifié au Québec de l'avoir? Docteur Boileau, je pense que c'est la même approche qu'on veut prendre avec le masque. De garder en ce moment En fait, ce qui nous permet de faire le déconfinement, beaucoup, c'est l'espace dans les hôpitaux qu'on a créé, mais aussi le fait d'avoir un passeport vaccinal et le masque. Alors, pour le moment, ces deux éléments-là, on veut qu'ils restent au moins jusqu'à la mi-mars avec nous. Louis Lacroix, Cogeco. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Dr. Boileau. J'imagine qu'hier, vous êtes arrivé, Dr. Boileau, avec des projections. Vous avez toujours les chiffres un petit peu avant qu'ils soient dévoilés par l'INES ou l'INSPQ. On a quand même baissé, vous l'avez souligné, M. Legault, d'à peu près, c'est 1000 patients hospitalisés là, en quelques semaines. On s'en va où avec, dans vos projections avec les hospitalisations? Vous avez dit tout à l'heure, il va peut-être y avoir une remontée en raison. Donc, si on se projette un peu dans l'avenir, généralement, c'est dans 2 semaines. Vous voyez ça à quel endroit à peu près? On devrait se situer où? Alors, il y a beaucoup d'incertitudes de ce côté-là, évidemment. Ça dépend de beaucoup de facteurs, mais pour l'instant, ce qu'on estime, c'est qu'avec la levée de plusieurs mesures qui ont eu lieu déjà depuis quelques semaines et celles qui sont annoncées aujourd'hui, on devrait avoir soit un plateau qui va s'installer pour les hospitalisations, les nouvelles hospitalisations, et peut-être une remontée. Mais nous calculons que la remontée ne devrait pas être à la hauteur de ce que nous avons connu. C'est possible qu'elle monte plus, qu'elle monte moins. Je pourrais vous le détailler demain un peu plus. On tiendra un point de presse pour expliquer ça demain. Mais pour l'instant, nos calculs montrent que c'est un risque qui est réel d'avoir une augmentation, mais qui ne vient pas, qui ne nous inviterait pas à reculer sur les mesures qui sont là. S'il y a quelque chose qui peut arriver, nous recommanderons à ce moment-là de ralentir l'évolution des mesures qui sont levées, mais pour nous, c'est très peu probable. Et misons sur le fait que ça devrait être un plateau qui n'est pas encore observé, mais qui pourrait s'observer dans les quelques prochaines journées. Monsieur Legault,
Vous avez dit en début de conférence de presse, vous avez reconnu qu'il semble y avoir un essoufflement là, de la population. Les gens, on le sent de plus en plus, là, qui sont un peu tannés. Là, vous savez que ça fait 2 jours que la manifestation à Québec est terminée. Il y a eu une rencontre hier avec la santé publique, puis aujourd'hui, vous arrivez avec un plan de déconfinement. Eux autres, là, ils vont s'arroger cette décision-là comme étant une victoire. Jusqu'à quel point ça a pesé la manifestation de cette fin de semaine sur ce que vous annoncez aujourd'hui? Bien, écoutez, d'abord, je pense que la manifestation comme telle n'a pas pesé. Ce qu'on voulait, c'est d'avoir une certaine assurance de la santé publique et de la santé que le risque était calculé, que le risque était minime. Maintenant, bon, s'ils veulent s'approprier ça puis qu'ils ne reviennent pas dans 2 semaines, je ne m'opposerai pas à ça. Là. Marie-Michel Sioui, Le Devoir. Oui, bonjour à tous les 3. En fait, je vais peut-être continuer dans cette veine-là. Vous parliez, M. Legault, récemment de la vitesse mollo. Là, on dirait que vous êtes comme passé à presto, tout d'un coup. Le docteur Boileau dit que c'est possible qu'on ralentisse les mesures, mais donc, ce ne serait pas possible de reculer. Là. Ce qu'on annonce, là, c'est acquis. Puis le pire scénario, là, ce serait vraiment qu'on ralentisse puis qu'on se rende plus loin que le 14 mars? Bien, écoutez, Dr Boileau nous disait hier soir, les chances sont faibles. On pourrait peut-être devancer certaines dates, peut-être en reculer certaines, mais là, pour l'instant, le scénario le plus probable, puis qui est assez solide, c'est celui jusqu'au 14 mars. Je suis content que vous pensiez, Mme Sioui, que c'est rapide, ici, 14 mars. Ma crainte, c'est qu'il y en a qui vont peut-être trouver que c'est pas assez rapide, le 14 mars. Donc, tout est une question de comment on définit mollo. OK. Pour nous, ça reste graduel et ça reste probable que ce qui est proposé là tienne la route solidement, mais ça reste graduel. Mollo, pour nous, ça voulait dire on va commencer graduellement, puis on va continuer graduellement. Et dans l'espace du temps qu'il y a devant nous, ça reste graduel. Il y a des experts, des observateurs qui vous reprochent de naviguer à l'aveugle, vaut mieux de naviguer à vue, parce qu'on ne sait pas il y a combien de cas de COVID. Dans le contexte, est-ce que vous pourriez repartir l'étude sur les eaux usées, l'étude Connect sur les contacts, ou est-ce que ce serait possible de rendre les tests disponibles, le dépistage disponible à la population en général? Il me semble que dans ces 3 avenues-là, il y a peut-être des solutions là, pour avoir une meilleure idée des cas dans la population? Est-ce que je peux répondre? Nous avons regardé depuis plusieurs journées toutes les possibilités de bien calculer combien il y a eu de cas jusqu'à maintenant. Et on se donne une occasion demain pour présenter qu'est-ce que ça veut dire en termes de probabilité de nombre de cas que nous aurons eu jusqu'à maintenant. Et on regarde toutes les approches aussi, que ce soit les eaux usées, reprendre les tests de dépistage, vous l'avez mentionné. Mais on a quand même des indices solides. On suit d'une façon très serrée toute la cohorte des employés de la santé. C'est beaucoup de monde qui représente quand même une distribution assez élargie là, du milieu de la vie québécoise d'une façon générale, et le milieu des enfants, le milieu scolaire, qui représente 1 300 000 personnes, qui est en reflet de ce qui se passe dans les familles. Donc, on a des prises solides pour suivre l'évolution de cette pandémie, mais on pourra demain présenter quelles sont nos idées les plus justes sur le portrait de la charge épidémique qu'il y a eu jusqu'à maintenant dans cette vague-ci. Alain Laforêt, TVA. Bonjour à vous 3. Je vais poursuivre avec le docteur Boileau. La semaine passée, si ma mémoire est bonne, vous nous avez parlé de nuages. Puis c'était assez clair que vous aviez de grandes craintes. Je sens pas cette crainte-là aujourd'hui avec la phase de déconfinement. Qu'en est-il? Et surtout, vous avez parlé d'immunité pour ceux qui ont eu Omicron, qu'il y en a beaucoup, là, ce qui fait qu'il augmente l'immunité communautaire. Au niveau des vaccins, des doses, ça va arriver comment? Comment vous avez fonctionné pour gérer tout ça avec le déconfinement? Là? D'abord, la semaine passée, on avait justement un paysage météorologique là, qui nous disait qu'il y avait des nuages devant nous, et notamment sur la question du nombre de cas et de l'augmentation des hospitalisations. Les nuages, ça reste pas tout le temps, ça peut se dissiper. On a de meilleures éclaircies cette semaine.
parce que justement, on a une expérience de 1 semaine de plus qui nous a montré qu'on a été capable de baisser encore les hospitalisations, d'augmenter la vaccination, pas suffisamment pour moi, mais quand même augmenter la vaccination et de se permettre aussi d'avoir des calculs plus solides tout en étant probabilistiques de ce qui s'est passé depuis le début du mois de décembre. Donc, c'est plus clair. On le sait, là, on l'a vécu, là, il y a un variant Omicron, il y a un sous-variant d'Omicron. On n'est pas à l'abri de l'arrivée d'un autre variant. Qu'en est-il de ceux qui ont eu leur 3e dose? Pensons aux personnes âgées, là, CHSLD, RPA, dont l'immunité commence à décroître. Là. C'est quoi le risque? Est-ce que vous allez suggérer une 4e dose ou leur suggérer d'attendre le vaccin qui comprend les nouveaux variants? Il y a 3 choses. La première, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'un nouvel astéroïde qui pourrait nous tomber dessus avec un autre nom grec, là. Mais ça, c'est toute la planète et on le sait pas. Tous les radars suivent ça. Est-ce qu'il y en a un? Pour l'instant, non. Le BA2, il est présent au Québec. Il y a plus que 5 cas. Là. On a fait des testings et nous montre qu'il est présent. Mais pour nous, c'est une source de préoccupation qui est intégrée dans les calculs que nous avons faits. Et enfin, quant à l'immunité qui diminue pour les personnes qui l'auraient reçue depuis quelques semaines, nous sommes très actifs de ce côté-là et on a demandé à l'INSPQ et en particulier au Comité d'immunisation du Québec de suivre ça avec attention et nous faire les recommandations dans les meilleurs délais. Patrick Belrose, Journal de Québec. Une question pour M. Legault. Vous semblez annoncer un tournant dans la gestion de la pandémie, on l'entend clairement. Qu'est-ce qui arrive dans une prochaine vague? Est-ce qu'on utilise les mêmes mesures de reconfinement, de couvre-feu, de fermeture de bars et restaurants, ou est-ce que l'approche change drastiquement pour une éventuelle prochaine vague? Bien, je pense que l'approche doit changer. C'est comme ça que ça va se passer pas mal partout dans le monde. Il va y avoir de moins en moins de confinement avec la vaccination. Puis, bien, il va falloir que les Québécois, puis les citoyens en général partout, apprennent à vivre avec le virus en minimisant leurs risques et en acceptant aussi d'aller chercher les doses au fur et à mesure qu'elles sont nécessaires. Là. Donc, je pense que ça va changer. Bon, évidemment, Christian travaille très fort à augmenter la capacité hospitalière. Comme je l'expliquais tantôt, la raison principale pourquoi dans le dernier mois, on est obligé d'avoir beaucoup de contraintes, c'est pour pas que ça déborde dans les hôpitaux, qu'on soit capable de continuer à soigner tout le monde. Donc, un de nos objectifs, c'est d'augmenter la capacité hospitalière. Le gros frein, c'est de trouver des infirmières. On a mis des incitatifs pour que des étudiants s'inscrivent plus en sciences infirmières, mais ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mais justement, pour ce qui est de la capacité hospitalière, pour l'instant, c'est toujours pas réglé. Là, on y travaille. Il y a environ un mois, on parlait d'un délestage massif là, de donner des soins B ou C. Qu'est-ce qui fait que maintenant, vous sentez qu'on est prêt, qu'on est capable d'aller vers ces assouplissements-là, alors que la capacité n'a pas changé dans les hôpitaux pour le moment? 2 ou 3 choses peut-être. Les 2 premières sont évidentes. Au pire de la vague, quand on s'est rapproché de la priorisation, on avait 20 000 employés absents. Et là, on a baissé jusqu'à peu près 10 à 11 000. Là. Fait que on a réduit l'absence des employés justement parce que plusieurs sont revenus travailler. Puis ça, on l'apprécie énormément. Fait que ça, déjà en partant, avec les mêmes lits, on a plus de monde pour soigner nos gens. Fait que ça a fait une grosse différence. La deuxième, c'est que le taux on l'a bien dit, on a été capable de passer de 3 500 où on était vraiment au bouchon à 2 400. Alors déjà, c'est le tiers de notre capacité qu'on a regagné. Et ça, vous l'avez vu, on a, dans nos statistiques qu'on publie tous les jours, la moitié de ces cas-là qui sont pas des cas COVID. Quelqu'un est rentré à l'hôpital avec la COVID, mais je veux dire pour la COVID, mais il est rentré avec la COVID parce que la contagion communautaire, elle est énorme. Donc ça nous rassure beaucoup parce que non seulement on a baissé le nombre de lits, mais on sait que ces gens-là, on est capable de
de s'organiser avec eux différemment. C'est-à-dire que maintenant, avec des règles de PCI que nos experts, docteurs O'Patterney, vont regarder, est-ce qu'on est capable maintenant de les replacer sans risque? Ce qui n'était pas le cas du tout dans la première vague. Fait que le phénomène Omicron nous permet de gérer différemment nos lits maintenant. Fait que non seulement on s'est créé une marge de manœuvre d'environ 1000 lits, ce qui est pas rien, là. Mais deuxièmement, on pense qu'on en a plus que ça de marge de manœuvre à cause de la gestion que le docteur Boileau, avec docteur O'Patterney, sont en train de regarder. Fait que c'est tout ça qui fait qu'on pense qu'on a une marge de manœuvre pour prendre un certain soubresaut. On va le dire comme ça parce qu'on s'attend qu'il va y en avoir plus d'hospitalisation, mais on a de la marge de manœuvre, puis c'est ça qui nous permet aujourd'hui de se dire que... Mais on attendait de voir ces chiffres-là se confirmer, et c'est pour ça que je pense que dans les 2 dernières semaines, on est dans la bonne tendance. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Au-delà des manifestations de la fin de semaine, il y a eu beaucoup des mouvements citoyens positifs, comme par exemple, dans le sport, on a eu « On veut jouer ». Je pense que les gens se sont exprimés de façon correcte avec ça. À quel point c'est venu vous toucher ou en tout cas influencer les décisions ou à quel point vous avez pris ça en compte? Peut-être. Oubliez pas aussi que j'ai un caucus de 74 députés. Donc, une fois par semaine, je les écoute. Et puis, ces 74 députés-là écoutent leurs citoyens. Donc, j'ai bien vu dans les dernières semaines que la grogne, les gens qui étaient tannés, le pourcentage qui mettant en question les contraintes, augmentait. Mais encore une fois, au-delà de la pression, d'abord, on l'a toléré pendant tout le mois de janvier, la pression. Là, ça aurait été facile en janvier pour nous autres de dire on lâche tout ça lousse, mais ça n'aurait pas été responsable. Et ce qu'on attendait, c'est d'avoir le go, comme disait l'autre, de la santé publique pour être capable d'avoir un plan de déconfinement sur une période d'1 mois. Monsieur Legault, dans le... Oh, allez-y, monsieur. Oui. Parce que vous avez parlé de vos 74 députés, vous avez dit « J'ai bien vu que le pourcentage qui remettait en question les mesures augmentait ». Parlez-vous de vos députés? Non, je parle de ce qu'ils entendent dans la population, là, puis peut-être que c'est plus concentré aussi dans certaines régions. Je parle de ce qu'ils entendent de leurs députés. Non. Les députés sont tous solidaires et tous d'accord. Dans votre calendrier, je pense que j'ai pas vu de levée d'état d'urgence sanitaire, M. Legault. Est-ce que je me trompe? Oui, écoutez... Est-ce que vous l'avez oublié? Non, on ne l'a pas oublié. 14 mars, ça va être la fin de l'essentiel des mesures. Il va nous rester, dépendamment de ce qu'on fait avec les masques, ce qu'on fait avec le passeport vaccinal, ce qu'on fait avec les primes aux infirmières, il va rester des raisons d'utiliser l'urgence sanitaire, mais ce qu'on regarde, c'est pour déposer en mars un projet de loi qui viendrait encadrer justement ce besoin d'avoir des règles exceptionnelles. C'est pas notre objectif là de continuer à garder indéfiniment l'urgence sanitaire, mais comme vous le voyez, ne serait-ce que toutes les mesures qu'on va enlever d'ici 14 mars, il y en a beaucoup où ça nécessite l'urgence sanitaire. Il va en rester quelques-unes après, mais peut-être que c'est possible de les encadrer dans un projet de loi. Puis Christian travaille à déposer en mars donc un projet de loi pour enlever l'urgence sanitaire. On vous reste à nouveau? Prêt à lever l'état d'urgence sanitaire? En mars, disons. Simon Bourassa, à nouveau. Monsieur le ministre de la Santé, maintenant qu'on sait que le passeport vaccinal est là pour rester, l'imposition de la 3e dose là, pour la validité de ce passeport, ça c'est toujours dans les cartons et si oui, à quel moment on peut s'attendre à ce que ça soit effectif? Je pense que j'ai répondu à ça plusieurs fois, mais je vais en profiter pour le répéter. Ce que vous allez voir demain dans les statistiques que le docteur Boileau va présenter dans son point de presse, c'est combien de personnes qui ont décalé leur 3e dose parce que, entre autres, l'INSPQ avait demandé, avec le cycle, de déplacer de 8 semaines. Alors, c'est évident que là, ce qu'on a fait faire par nos experts, c'est quand est-ce que les gens vont prendre leur 3e dose? C'est-tu en mars? C'est-tu en avril pour respecter ça? Fait que c'est sûr qu'on peut pas demander la 3e dose tant qu'on n'a pas donné
la chance aux gens d'aller chercher leur troisième dose. Fait que moi, je vous demanderais qu'on attende un petit peu. On va voir un peu les simulations qui ont été faites par nos différents experts. Je vais laisser le docteur Boileau vous en parler demain dans son point de presse. Puis quand on aura une meilleure idée de quand est-ce qu'on pense que l'essentiel des gens auront eu la chance d'aller chercher leur troisième dose, bien là, on reviendra avec un plan pour le passeport vaccinal. Merci. Monsieur Legault, vous avez probablement pris connaissance de la sortie du député Joël Lightbound, député fédéral libéral, un peu plus tôt aujourd'hui, qui s'est vu assez critique là, de l'administration de son premier ministre. Vous avez pensé quoi de cette sortie-là? Êtes-vous plutôt en accord, plutôt en désaccord? Bien, j'ai vu qu'il demandait à son premier ministre d'accélérer les discussions sur l'augmentation des transferts en santé. La même journée où notre chef de l'opposition officielle ici n'a aucune idée de combien on demande, alors que, bon, les chiffres sont assez clairs. On demande une augmentation de 6 milliards pour le Québec. C'est important. On parlait d'augmenter la capacité hospitalière. Bien, il est temps, effectivement, que Justin Trudeau et le gouvernement fédéral se mettent à la table. On a fait encore un point de presse la semaine passée, tous les premiers ministres des provinces et territoires, pour demander de passer de 22 % de financement à 35 % de financement des soins de santé. Là, il est temps qu'on s'assoie. Il me semble qu'avec la pandémie, c'est plus à propos que jamais. Fanny Lévesque, La Presse. Oui, bonjour à vous trois. Monsieur Legault, la Caisse dit qu'elle pourrait abandonner ou qu'elle va abandonner le projet du REM de l'Est si la RTM ne change pas de décision. Est-ce que vous craignez pour l'avenir du REM de l'Est? Bien, ce qu'on a dit, c'est qu'on veut travailler avec la Caisse de dépôt, puis surtout avec Valérie Plante, la mairesse de Montréal, pour ajuster le projet. Mais pour moi, la clé, c'est vraiment l'appui de Valérie Plante. On n'ira pas faire un projet si on n'a pas l'appui de la mairesse de Montréal. Donc, tant qu'à moi, la balle est dans le court de Mme Plante de nous présenter un nouveau projet qui fait son affaire. Je voudrais juste revenir sur le passeport vaccinal, M. Dubé. Là. Est-ce que je comprends que vous avez évoqué que peut-être qu'à partir du 14 mars, on pourrait évaluer sa levée? Puis au sujet de l'urgence sanitaire, est-ce que la levée serait donc au moment du dépôt du projet de loi ou à son adoption, possiblement vers la fin de la session? Non, ce que j'ai dit tout à l'heure, puis je vais le préciser, là, merci d'avoir posé la question pour qu'il n'y ait pas de confusion. Pour moi, le passeport vaccinal, il est là pour rester, parce qu'on a dit que c'est les deux mesures qui nous permettent en ce moment d'avoir le déconfinement dont on a parlé aujourd'hui. La question est plus pour moi, en ce moment, on a un passeport qui est basé sur 2 doses parce que on a une grande partie de la population qui n'ont pas eu encore leur 3e dose. Alors, commençons par voir quand est-ce qu'on est capable d'avoir la 3e dose, puis on reviendra sur un échéancier, mais je veux pas être le prophète de malheur, là, mais on revient au mois de septembre, il y a une 6e vague, il y a un autre. C'est sûr que le passeport vaccinal va faire partie des outils qu'on a besoin, comme le masque va en faire partie. Mais en ce moment, je pense que la question était plus sur la question de la 3e dose. Moi, j'aimerais mieux voir qu'on donne la chance à tous ceux qui ne se sont pas fait vacciner, parce que, puis je rappellerai peut-être que le docteur Boileau, puis je vais aller rapidement, parce qu'on déconfine, il y a encore plus de gens qui vont la prendre, qui vont l'avoir, la COVID. Alors, je le dis, les 2 choses qui nous protègent en ce moment, c'est la vaccination et le lien avec le passeport vaccinal, et c'est le masque. Alors, c'est sûr que ces 2 mesures-là sont avec nous pour rester. Alors, juste À l'adoption, à la fin, donc. Juste avant de passer à l'anglais, si vous me permettez, 2 questions. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Les aînés en RPA se demandent aussi quand ils vont pouvoir recommencer à faire des activités dans les résidences pour personnes âgées, parce que là, on leur permet donc d'avoir un peu plus de visites, mais ils ont aussi des activités qui ont été donc toutes mises sur la glace et ils ont besoin de socialiser aussitôt de façon... ça sera pour quand? Docteur Boileau, voulez-vous en glisser un mot? Écoutez, toute la question de tout ce qu'on appelle la prévention et le contrôle des infections dans les milieux de vie, que ce soit les CHSLD ou les RPA, on y travaille activement. On est sur ce dossier avec les équipes ministérielles, les équipes d'experts aussi, pour trouver une façon d'alléger ces conditions-là, tout en gérant le risque de contagion et de nous amener, avec une progression rapide, vers une gestion plus normale de comment on doit vivre avec le virus. Puis, peut-être vous dire là aussi, même si Marguerite Blais est en congé, elle souhaite que la santé publique puis la santé se penche rapidement sur les activités dans les résidences personnes âgées. Donc, on a fait effectivement la demande.
Et vous savez, l'industrie du tourisme d'affaires s'est fait beaucoup entendre dans les derniers jours, que ce soit les congrès, et on dit que le Québec est en train de manquer le bateau pour des réservations et tout. Ils s'attendaient peut-être à avoir des annonces aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez être plus précis sur ce que vous pouvez leur accorder? C'est là. Ouais. C'est dans le tableau plan. avec moi. Ouais. Là, mais les congrès, c'est dedans. Les congrès seront donc tous repris dans la progression du temps et certainement qu'à partir de la mi-mars, tout pourra être réalisé comme nous l'espérons tous dans un contexte très normal. Bien, merci. Nous sommes prêts à passer à la période de questions en anglais. Maintenant, nous allons commencer avec Phil Autier de Gazette. Good day to you all. You're easing quite a few measures by many of them by March break and nearly all of them by March 14th. Are you reacting really to the pressure that has been on all political leaders in Quebec and in Canada to ease up on these restrictions? And did you fear? We saw the street demonstrations on the weekend. Did you fear losing control? No. We are asking public health since a few weeks now to have a plan. Unfortunately, until last night, they told us that there was too much uncertainty to be able to table this kind of plan. But last night they said that the risk is a calculated risk and we can go forward. So we were waiting for the okay of the public health. But you saw That's it. Okay, sorry, I cut you off. Can you? No, but of course, like you in the last weeks, I would say since the beginning of January, we see that the population is fed up. I'm fed up. We're all fed up. So I can understand. But the reason why we resist until today is because there was too much risk about the situation in our hospitals. We wanted to be sure that we'll be able to take care of each patient. And did you? I'm sure that everybody heard Mr. Lightbound's comments this morning. Did he denounces and describes policies that he says divided people needlessly? That's the kind of language that he uses in his statement. Do you think he's targeting all political leaders? Because you also had a role in applying pandemic measures. Mr. Trudeau did. Do you think that he is targeting people in power? Ask him. I don't know who he's targeting. I know that he was targeting Justin about the healthcare transfers, and I agree with him that it's about time we settle this matter about increasing healthcare transfer. Regarding measures, like I explained, I understand that these measures can divide Quebecers, but we had no choice but to protect our hospital situation. EBC. Good afternoon. First of all, just one quick clarification. The lifting of the public health emergency will happen when your bill, Mr. Dubé, will be adopted, not tabled, right? Right. The adoption, this is what we're looking for. So we're crossing our fingers, perhaps, that it will be adopted before mid-June. Well, I mean, the minute we will put it on the table, it will be a decision of the opposition how long they want us to deal with it. But the Premier has asked me to make it ready for March, and it will be ready for March. Okay. Premier Legault, after months and months and months of restrictions, how do you feel today that you are starting asking Quebecers to manage their own risk? I'm happy because we know since a long time that we'll have to learn to live with the virus. But until last night, the forecasts didn't give us the opportunity to switch to this approach because of the hospital's situation. So I'm happy to see that we have a margin because we went from 3,400 to 2,400 hospitalization because of the vaccination. So right now we can
take a calculated risk and finally a bit turn the page. Regarding the vaccine passport, Mr. Dubé, you were clear a few minutes ago saying this is one of the two important tools with the wearing of masks. So you have to live with it. Like, we'll keep it. But then how can you justify this? And what will be your criteria to get rid of the vaccine passport if you have a province like Saskatchewan that the requirement to provide a proof of vaccination will be lifted on Monday? Well, I think, first, it's very important that this recommendation of those two tools are recommendation of public health. Right. I'm just saying, what I'm saying very clearly, we have seen how important that has been, especially the passport, for those that were vaccinated to be able to have a normal life. So in a case where, say, we're finished with this famous fifth wave, and we're back next fall or whenever another Omicron, another one will be, that's for sure that those will be the tools that we can use, because people have been dealing with those tools now for almost 2 years. So I'm just saying that the best tools to make sure that we go back to a normal life, apart from confinement, would be mask and passport. That's very clear. Ian Wood, CTV. Premier Legault, I just want to switch topics here onto the REM. The Transportation Authority in Montreal recommends that perhaps it's poorly aligned, it's not complementary to the existing transit system in Montreal. Are you prepared to go back to the drawing table with the CAS to create a new plan? But we already said that we were ready to make adjustment. It's important for us that the east of Montreal be better served for collective transportation. So we're open for adjustment. I would like to have the support of the mayor of Montreal, Valérie Plante, in the adjusted project. So for me, the important partner is more the mayor of Montreal than the ARTM. And then on another topic here, these allegations of sexual assault in high school with regard to their basketball team there, the education minister says he wants to have further look into that. I mean, this is quite a serious allegation that's come forward in this alleged culture of silence. What can the government do to sort of open things up on this besides just having an inquiry? I mean, this is quite a serious allegation. No, it's very serious and totally unacceptable. The Minister of Education will have an inquiry. The Minister of Sports also is looking with the Basketball Association what can be done. I know also that the Service Center also is making an inquiry. We already tabled the bill about having a more independent protecteur de l'élève. And if needed, we'll do more than that. I remember we've asked each school in Quebec to have a plan against violence. So it's totally unacceptable, and I'll do everything I can to fight against this kind of violence. Oui, allez-y, monsieur. Oui. Je trouve ça très grave, ce qui est arrivé. On a le ministre de l'Éducation qui dit qu'il va faire une enquête. On a le centre de service qui a dit qu'il était pour faire une enquête. Je sais aussi que la ministre responsable du sport parle avec l'association de basketball pour voir aussi ce qui est possible de faire. Déjà, on avait mis en place un plan d'action qu'on a demandé à chaque école pour lutter contre la violence. On a déposé un projet de loi aussi pour créer un poste indépendant, facilement accessible de protecteur de l'élève. Puis j'exclus aucun moyen là, pour aller plus loin. Là, c'est abominable qu'est-ce qui est arrivé. Puis il ne faut plus jamais que ça arrive. Là, puis on est prêt à faire ce qu'il faut. Notre collègue Rackles Fletcher de Global ne peut pas être là aujourd'hui, mais on a deux questions de Global. Why eliminate gathering limits in homes but wait to open bars? Laquelle d'entre vous répond?
Do I have to answer it in English or? In English. Will it be better in English? Yeah, in English, Okay, I'm please. sorry. Yeah. English, so I'm sorry. It's just to say that there's a difference between living at home and the possibility of gathering ourselves with our family and friends and controlling what's going on in bars. Bars are normally much largely with a more numerous number of persons. We have a lot of studies that have been done that shows us that it's still a place that the contagiosity might be increased compared to home, and this is mostly why we adopt those proposals for the Premier and the Minister of Health. And we've been in contact with all the people representing bars, sports, all the fields, and I think that what we're proposing is something that is strong enough to be acceptable for all. Et maintenant, une dernière question de Global. Donc, en anglais, je pense qu'elle est dirigée vers vous, M. Dubé. What is the contingency plan for a hospital, given that the reopening might bring more cases and hospitalizations? Well, as I explained, it's because we think that we have this room of maneuver that we didn't have a month ago. When we were at 3,500 hospitalization and we had more than 20,000 absent employees, we were really close to having to make very tough choice. Since then, we got back half of our employees that were sick, so that's good news. And second, we have reduced the total number of hospitalization by 1/3. We went from 3,500 to 2,400. So these two, and combined with other measures that we're discussing with our people in the hospitals, PCI measures that would be adjusted to Omicron, give us this room of maneuver that if there were to be some increase, which is possible, we will be able to manage those increases. C'est ce qui m'a fait cette conférence de presse? Est-ce que la date du 14 mars est symbolique? Ça va faire 2 ans précisément qu'on aura vécu sous les mesures sanitaires au 14 mars? Non. C'est un hasard? Merci tout le monde. Coïncidence. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.